Le sport de haut niveau m'a toujours fasciné. Pas juste pour les caméras, mais surtout pour ces moments invisibles. Ce qui se passe dans la tête des athlètes, les tribunes qui grondent, l'odeur du gazon, et ce fil subtil que seul le sportif comprend entre lucidité, espoir, excitation et pression. Je me suis souvent demandé, mais qu'est-ce qui se joue vraiment à l'intérieur de la tête de cette personne? Comment on gère la pression, l'évolution d'une carrière, les attentes, l'enjeu, surtout quand on porte un maillot, une nation ou un rêve olympique sur les épaules. Cet épisode nous montre que derrière la performance, il n'y a pas que du talent. Il y a aussi tellement d'étapes. Des hauts, des bas, de la discipline, mais aussi beaucoup de rigueur. Des routines qui structurent le mental avant les grands matchs et les grandes compétitions, et cette petite colline qu'on gravit dans l'ombre pour atteindre un jour la grosse montagne. Et la confiance et le plaisir dans tout ça, eh bien, elles ont des rôles clés. Blaise nous partage avec une sincérité et une lucidité rares son parcours, ses vérités et ses apprentissages dans sa carrière. Il ne vient pas raconter une performance, mais surtout partager son expérience. Et c'est exactement le genre de vérité qui donne envie de rester, parce qu'on va apprendre quelque chose, pas seulement sur le sport, mais sur nous. Je vous souhaite une très belle écoute à tous. Donc aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers de Blaise Rojo, depuis peu ancien athlète professionnel de hockey sur gazon, attaquant de l'équipe de France, et un joueur qui a vécu l'intensité des grandes compétitions comme les JO de Paris, et qui explore aujourd'hui un nouvel espace professionnel sur un nouveau terrain. Donc Blaise, ravi d'être avec toi aujourd'hui et peut-être pour commencer, est-ce que tu peux prendre quelques minutes pour te présenter pour celles et ceux qui vont nous écouter? Ouais et bah, déjà merci beaucoup pour l'invitation, ça me fait très plaisir, de passer, sur ce troisième épisode après, 2 super premiers épisodes. Effectivement, ton introduction était totalement juste, je vais avoir 31 ans la semaine prochaine et j'ai fait 10 ans d'équipe de France en hockey sur gazon, sport qui est assez méconnu en France et pour lequel j'ai dû m'expatrier, 5 ans en Belgique pour en devenir professionnel et surtout, réaliser mon rêve, à savoir participer aux JO. On avait malheureusement raté la qualif pour Tokyo, mais on a participé, aux JO de Paris 2024, qui était une expérience, à la fois incroyable et à la fois assez frustrante, mais je pense qu'on aura le temps d'y revenir, dans la suite de cet épisode. Super, avec plaisir. Déjà, bravo pour tout ce que tu as fait. Et j'avais lu que tu avais grandi dans une famille de hockey, donc je te propose qu'on émerge tranquillement dans la première partie qu'on pourrait appeler, tu vois, l'école du haut niveau. Qu'est-ce que le sport peut-être t'a appris très tôt sur toi-même ou peut-être sur ta manière de fonctionner? Bah, déjà effectivement, avant même d'être une famille de hockeyeurs, on est une famille de sportifs. J'ai 3 frères et sœurs et mes 2 parents sont très sportifs. Ouais. On a toujours, que ça soit nos vacances, notre quotidien, on a toujours pratiqué du sport en tout genre. Et moi étant le dernier d'une fratrie de 4 et les 3 premiers jouant au hockey, ça a été tout naturel que, dès le début, je sois au bord des terrains, j'ai toujours eu ce sentiment d'avoir une crosse à la main et donc je m'y suis mis en suivant les traces de mes frères et sœurs qui, eux aussi, ont été en équipe de France et qui m'ont montré le chemin justement du haut niveau et de, l'investissement nécessaire pour atteindre ce niveau-là. Mmh. Et à leur époque, ce sport en France était totalement amateur et donc ils se sont arrêtés pour des raisons, financières et professionnelles. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver dans une, génération où, on s'est professionnalisé, le sport s'est un peu développé en France et surtout à l'étranger. OK. Et donc j'ai suivi un peu ce chemin et j'ai un peu représenté mes frères et sœurs, en équipe de France et lors des grandes compétitions parce qu'eux avaient dû s'arrêter pour, des raisons autres que le sport. Mmh. Et ouais, sur la partie sportive, j j'ai l'impression d'avoir été éduqué grâce au sport. Évidemment, l'éducation de mes parents était parfaite, mais j'ai l'impression que le sport collectif m'a apporté énormément de valeurs, Mmh. de compétences, de, savoir-faire, savoir-être, dans la société. Et je pense que grâce à ça, je suis arrivé là, mais pas forcément en tant que sportif, mais en tant que humain et adulte, grâce au Mmh. sport. Parce que, petit, j'avais des problèmes de confiance, de timidité et grâce au sport, j'ai réussi à développer ça, à me sentir de plus en plus à l'aise sur le terrain, mais aussi en dehors par, les interactions que j'avais avec mes coéquipiers, mais aussi, heu, le développement personnel que j'ai dû faire grâce à ça. OK. Il y a une histoire de famille et moi je me pose toujours aussi la question, tu vois?
Oui, mais comment aussi on décide, toi, d'un point de vue perso, à se dire, «Ça y est, c'est ça», tu vois? «Je veux le faire à haut niveau. Maintenant, je peux en faire mon métier», de ce que j'ai compris aussi, tu vois? Comment ça s'est passé pour toi? Il y a plusieurs marqueurs, on a tous un peu mes frères et sœurs suivi le même chemin, à savoir faire du hockey et du tennis. Et à l'âge de, il me semble, 12-13 ans, pour les 4 enfants, s'est posé la même question, «Est-ce qu'on continue le hockey? Est-ce qu'on continue le tennis?» parce qu'à ces âges-là, les entraînements se chevauchaient et donc il fallait faire un choix entre les 2. Et OK. évidemment, nos parents nous, poussaient pas pour l'un et pour l'autre, mais nous laissaient choisir ce qu'on préférait et les 4 ont fait ce choix-là, à savoir, le partage, la cohésion, la transmission, à travers un sport collectif et on a tous choisi le hockey sur gazon et moi, pour ma part, pour le haut niveau, bon, c'était très jeune, mais j'ai été, je sais pas pourquoi j'ai ce marqueur-là, sur les JO de 2004. OK. On était au fin fond du Kenya pour, un voyage familial et on se retrouve à regarder dans un vraiment un bled perdu au milieu de rien. Il y avait une vieille télé et on se retrouve à regarder la finale de Laure Manodou qui, à 17 ans, gagne la médaille olympique, un peu sortie de nulle part, personne ne parlait d'elle Mmh. et je sais pas, j'ai senti un truc un peu, dingue sur les JO en me disant: «Waouh, mais en fait, même, n'importe où au bout du monde, on parle d'une petite Française de 17 ans qui est championne olympique». Et je me suis dit, c'est quand même, la puissance du message et la puissance de l'aura des JO m'a marqué dès le départ et étant passionné de sport, j'ai suivi, toutes les différentes olympiades et cetera et petit à petit, je me suis ça en est devenu mon rêve et je me suis dit: «Ah, ce serait quand même pas mal, ce serait quand même pas mal» et au début, dans le hockey en France, c'était impossible de pouvoir rêver de ça Mmh. et au fur et à mesure que les équipes de France, progressaient, se développaient, le rêve a pris de plus en plus forme, a pris de plus en plus forme. Mmh. Et surtout avec l'attribution de Paris 2024 Ouais. où, c'était, pour nous un moyen, accessible, de participer aux JO. Mmh. Et donc voilà mon rêve olympique. Trop bien, trop bien. C'est le parcours et et du coup, si on revient vraiment sur la partie pro, OK et cetera, à quel moment tu as peut-être compris que, tu sais, ce podcast s'appelle «Les coulisses du mental», que cette partie-là, bah, elle pouvait vraiment faire une différence pour toi? C'est plus par des, justement des échecs ou des périodes de très bas, Mmh. qui m'ont fait prendre conscience que, en fait, c'était un atout, aussi important que la technique, le physique, ou ce qu'on voulait, que c'était une des thématiques sur lesquelles il fallait aussi travailler. Mmh. Parce que j'ai toujours eu le sentiment que, mon mental était c'est assez paradoxal, mais était à la fois une de mes grandes forces, mais aussi à la fois une de mes très grandes faiblesses, sur l'aspect confiance et OK. donc j'ai toujours dû jouer entre ces 2 biais-là du mental, et j'ai eu le sentiment assez vite qu'il fallait que je le travaille pour que ces bas ne deviennent pas des trop gros bas et que je réduise justement ces fluctuations. Mmh. Et pour ça, on y arrive, au départ assez vite tout seul, sur, l'esprit compétiteur, on se met des petites clés, potentielles Mmh. et en fait assez vite, quand on arrive dans un milieu professionnel où la pression est plus élevé, où, on est payé pour jouer et cetera. Là, on arrive sur des problématiques qui sont différentes à gérer et sur lesquelles moi, j'arrivais pas à les gérer tout seul OK. et donc pour ça, au début, je me suis fait accompagner par une psychologue, pour la partie hockey, mais aussi pour la partie personnelle Ouais. et vers la fin de ma carrière, j'ai eu le sentiment de devoir passer un step au-dessus et de prendre une, préparatrice mentale, dédiée OK. qui, elle, avait toutes les clés du haut niveau et qui m'a beaucoup aidé, justement sur plein de sujets, divers, mais c'était beaucoup lié à la confiance quand même. Mmh. OK. C'est un sujet que je vois alors c'est marrant parce que la confiance, dans la plupart de mes accompagnements, c'est dingue parce que ça revient tout le temps, un peu de partout à différentes étapes et donc ça me surprend pas aussi, à plus forte raison que dans le haut niveau, ça soit présent et merci de partager ça. Peut-être qu'on reviendra un petit peu après sur ces clés du haut niveau et peut-être ce que tu as envie de nous partager là-dessus. Ouais. Mais là, ça m'appelle une autre question, c'est qu'est-ce que le haut niveau, tu vois, t'a appris sur toi
Finalement, avec le recul, tu te dis: «Bah, en fait, j'aurais peut-être jamais découvert ça ailleurs». Tu vois? C'est vraiment grâce à ça que j'ai développé, tout à l'heure, tu parlais de savoir-être et de savoir-faire, mais est-ce que tu peux un peu développer là-dessus? Ouais, bien sûr, ça m'a développé plusieurs choses. La première étant, je pense, la rigueur, parce que j'ai toujours été organisé dans ma vie, j'étais assez carré comme on dit. On a toujours confronté les ronds et les carrés. Moi, j'étais plutôt carré. Mais en revanche, j'avais pas le sentiment d'avoir ce côté rigoureux sur, une préparation, et répondre à différents objectifs. Et donc je me suis rendu compte que j'étais capable de me mettre une, discipline assez stricte, pour pouvoir répondre justement aux différents objectifs, à pouvoir progresser, on en a parlé sur la partie mentale, mais aussi sur la partie physique, sur la partie technique. Mmh. Si je pense que je n'avais pas eu cette rigueur, j'aurais eu du mal à avoir, réalisé les objectifs que je voulais faire. Parce que j'ai toujours eu le sentiment, hem, d'avoir été un peu, on appelle ça dans le sport de haut niveau, un peu avoir le syndrome de l'imposteur, Mmh. où, on a toujours besoin de prouver, de prouver, de prouver, de prouver qu'on appartient à ce monde-là et que, on le mérite d'être là. Mmh. Et donc j'ai toujours eu ce sentiment-là et grâce à ma rigueur et mon entraînement, en fait, ça me donnait des clés pour me dire: «Bah, si, en fait, tu fais ça, donc tu fais ça, donc tu fais ça, donc tu fais ça» et ça te permet d'appartenir à ce monde-là, ça te permet d'être bon sur le terrain, ça te permet de, prendre confiance tout simplement. Mmh. Ah, génial ce que tu partages sur, le syndrome de l'imposteur, alors, qui est très relié aussi à la confiance, mais, Exactement. ça me parle beaucoup. Et justement, si on rentre, un petit peu plus donc dans la partie coulisses mentales, tu vois? Est-ce que tu pourrais nous partager, par exemple, un outil ou quelque chose que tu utilisais peut-être quand tu sentais que la pression montait avant un grand match ou je sais pas, une grande compétition? On ira peut-être sur la partie JO après, mais, tu peux aller où tu veux, tu vois? Mais quelque chose que tu aimerais partager aussi, là-dessus, qu'on pourrait emporter si on écoutait notre épisode, tu Plusieurs clés, je vais essayer d'être court parce que c'est assez long, mais la première étant, je subissais beaucoup la pression sur les, matchs étant jeune et j'avais du mal à dormir la veille, sur la journée, j'étais très stressé, le sur l'avant-match et cetera. Et petit à petit, tout seul, j'ai développé des petites mécaniques, pour essayer justement de décorréler l'importance du match avec moi, mon jeu et ma partie individuelle. Et donc pour ça, j'ai essayé de me mettre des petits objectifs, quantifiables et sur lesquels je pouvais, analyser ma performance par la suite, donc faire un petit débrief. OK. Et ça consistait, pour être plus concret, à me mettre par exemple, nous, en gros, dans le hockey sur gazon, il y a 2 phases. Évidemment, la phase avec la balle où on attaque et la phase où on défend. Et donc je me mettais, 2, stats, sur la partie défensive, à savoir, ça pouvait être, récupérer, une balle dans cette zone-là, ne pas me faire passer sur cette zone-là ou, forcer le défenseur à aller jouer sur ce côté-là ou dans ce couloir-là. Ça, c'était pour la partie défensive. Et pour la partie offensive, j'essayais de jamais me fixer d'objectifs de but ou de passes décisives parce que je trouvais que ça me mettait trop de pression, Mmh. mais plutôt des objectifs, de, nombre de touches de balle, dans cette zone-là, obtention d'une faute dans cette zone-là, ça pouvait être, tenter des duels, tenter pas de enfin, c'était plein de petites clés, Ouais. mais qui étaient pas des objectifs trop élevés et trop difficiles à réaliser. Le Mmh. but étant aussi de mettre ça en amont du match et quand j'étais moi sur le match, me dire que, bah, là j'ai réalisé cet objectif-là et en fait ça me permettait de prendre confiance petit à petit pendant le match Mmh. et de m'habituer justement à ce stress, via des objectifs. Mmh. Et aussi, c'était surtout ça qui était important, c'est que par la suite, ça me permettait à la fin des matchs, comme nous, tous les matchs sont filmés avec, nos lignes de code, c'est-à-dire toutes nos touches de balle. OK. Ça me permettait de faire un débrief en, comparant justement les objectifs que j'avais eus avant le match avec, la réalisation de ma performance. OK. Donc on a décorrélé un peu, le match, la big picture avec ta partie individuelle, Exactement. découpé en des objectifs quantifiables, mesurables et atteignables. Est-ce que tu vois d'autres choses par rapport à Ouais ça? et alors, par la suite, ça c'était sur le travail sur la fin de ma carrière avec la préparatrice mentale.
Ouais. On avait mis en place un espèce de carnet de bord, journal intime, on le définit comme on veut et sur lequel tous les matins, j'avais un petit exercice à faire. C'était, faire un scan, de mon ressenti psychologique, à mon réveil, et sur lequel je mettais, mon état présent, Mmh. comment je me sentais, psychologiquement, quels étaient mon ressenti et cetera et sur lesquels je fixais aussi des objectifs, sur la journée. Ça OK. pouvait être des objectifs sportifs, mais ça pouvait être aussi des objectifs personnels. Sur le coup, il y avait pas de thème, là-dessus Mmh. et à la fin de la journée, je devais, faire le bilan émotionnel justement de cette journée-là, en réponse aux objectifs que je m'étais fixés et aussi, faire un scan de, l'émotion que j'ai eue ce matin, OK. pourquoi je l'avais eue et comment j'avais évolué tout au long de la journée. Et donc OK. ça, c'est un travail que je faisais quotidiennement et sur lequel on débriefait avec, ma préparatrice mentale. Au début, c'est un peu, fastidieux, chronophage où tu te dis: «Ouais, mais je comprends pas bien pourquoi tu fais ça» Mmh. et en fait, le but, c'est, via l'écriture, l'écrire sur un carnet, ça te permet d'abord de prendre conscience, de ton état, ce qui est pas forcément facile et ça te permet aussi le soir de te dire: «Bah, OK, j'ai eu cet état-là à ce moment-là, ça m'est déjà arrivé, j'ai réussi à le résoudre ou passer à autre chose grâce à ça» et en fait, d'avoir plusieurs clés, sur des périodes de bas, sur lesquelles me raccrocher en me disant: «Bah, j'ai réussi à passer outre grâce à ces moments-là, grâce à ces moments-là» et sur des moments où, moi, je pouvais, tout simplement revenir sur mon journal de bord en me disant: «Bah, voilà, j'ai eu cette période, je peux, je peux pas c'est trop fort de dire m'en sortir, mais je peux passer outre cette période-là grâce à mes expériences passées». Mmh, ouais, j'ai déjà été capable de le faire, Exactement, donc pourquoi pas une autre fois? Ouais. exactement. C'est hyper intéressant ce que tu partages sur, le journaling, l'écriture. Moi, je le vois aussi beaucoup, dans mes accompagnements. Alors, des fois, les personnes ne comprennent pas trop, tu vois, l'objectif derrière tout ça, mais c'est vrai que c'est un outil, je trouve, qui est ultra puissant pour faire un téléversement, alors soit de moments, à enjeu, d'émotions comme tu fais et en tout cas, c'est hyper, hyper top que tu partages ça, aujourd'hui et est-ce que tu avais peut-être des rituels précis pour rester lucide dans un moment très précis? Ou, inversement, une méthode, tu vois, pour revenir au calme instantanément, pour gérer ton stress, tu vois, pendant un match? Est-ce que tu as des choses, sur ça, par exemple? Bah, déjà, comme je pense que beaucoup de sportifs de haut niveau, j'étais assez, superstitieux, ouais, superstitieux, disons superstitieux Mmh mh. et j'aimais bien mettre, toujours la chaussure droite en premier, la chaussure gauche après, les protèges tibias dans le même sens et cetera et pour ne pas me porter la malédiction, mais alors qu'en fait, c'est complètement faux, mais en fait, ça te permet de te rassurer Mmh. petit à petit en te disant: «Bah, je suis la même routine, à chaque match». Pour, que toi, en fait, tu réfléchisses plus trop à l'événement, mais tu réfléchisses juste à ta routine et tu te lances, dans ta préparation de match grâce à une routine, que tu appliques tout le temps. Donc ça, Mmh. c'est la première chose et après sur les moments, de stress, sur les matchs à enjeu, j'ai eu plusieurs périodes dans ma carrière où, au début, je subissais complètement l'événement et je me retrouvais à moins demander la balle parce que j'avais peur de faire une boulette ou peur de rater une occasion, des choses comme ça. Donc ça, c'est évidemment lié à la confiance et en fait, petit à petit, grâce à l'expérience, grâce aux matchs que tu réalises, grâce aux matchs à enjeu que tu fais, plus tu en fais, plus tu vas prendre confiance, plus tu vas savoir gérer, les différents moments de stress. Donc ces expériences, cette routine vont t'apporter, une confiance sur ton match, mais Mmh. aussi une confiance que tu es capable de réaliser des bons matchs et des bonnes actions sur des moments comme ça, malgré le public, malgré le stress, malgré l'adversaire et en fait, essayer de quand tu rates une occasion ou des choses comme ça, essayer de se remémorer des actions où, tu as été bon, tu as réussi à faire, à être décisif, à être, proactif, et à aider l'équipe. Et en fait, Mmh. je marchais beaucoup au souvenir, à se remémorer des buts, que j'avais marqués ou des actions que je faisais
Et ça Heu, pendant un match même, c'est ça? ouais, pendant un match OK, même. Mais en fait, OK. le plus gros pour moi, le plus gros problème, c'est, quand tu commences à trop réfléchir sur l'action que tu as ratée et là, en fait, tu perds totalement confiance petit à petit et ça fait un effet boule de neige, tu commences à ressasser cette action et au lieu de ressasser cette action, moi, j'ai essayé de ressasser des actions où j'avais été bon, où j'avais été décisif pour justement essayer d'inverser cette dynamique et remonter la pente plutôt que la descendre. Mmh. Et donc il y avait toujours des moments clés où, des buts clés, des moments marquants dans ma carrière où j'avais été plutôt bon et essayer de se remémorer le plus possible ces moments-là. OK, chouette, chouette et alors j'ai vu que tu avais, un parcours dans plusieurs clubs, tu vois? Si tu regardes ton tes différents clubs par lesquels tu es passé et ce que tu m'exprimais, tu sais, sur la confiance en toi qui s'est construite ou il y a peut-être eu un enjeu à un moment donné, mais si tu regardes ton parcours, ton évolution, comment elle a navigué cette confiance, tu vois, au fil du temps pour toi? Bah, je pense que le premier marqueur justement de, la réalisation, justement de l'importance de la confiance, ça a été mon passage de junior à senior où, en junior j'étais, parmi les bons joueurs de ma génération et qui était assez, assez fort par mes, capacités physiques parce que j'étais assez développé à l'époque, j'étais rapide, mais aussi par ce côté un peu mental où, j'avais un esprit de compétiteur, une espèce de grinta un peu supérieur aux autres et donc qui faisait que, j'arrivais à compenser toutes mes lacunes. OK. Et en fait, ce passage en senior m'a fait prendre conscience que, bah, là, je me suis retrouvé dans un monde où, mon physique n'était clairement plus un avantage parce que j'étais encore jeune et que les autres joueurs avaient un physique bien meilleur que moi. Que juste reposer sur, la grinta et l'esprit compétiteur, c'était pas suffisant et en fait, ça m'a fait prendre conscience que j'avais des lacunes au niveau technique et donc j'ai eu une période un peu une période désertique, pendant quelques années où, bah, j'ai dû compenser, enfin, récupérer mon retard au niveau technique et donc évidemment ma confiance a fortement baissé Mmh. et j'ai découvert le fait d'avoir des bas en tant que sportif et ce que je ne connaissais pas avant Mmh. et à l'époque, j'arrivais pas du tout à gérer ces bas-là, donc c'était très compliqué. Mmh. Hem Et donc ça, c'est la première re étape sur lequel j'ai pris conscience que la confiance était un des atouts majeurs. Et après, ça a été, la bascule quand moi j'ai quitté le monde, du hockey en France pour passer dans un monde semi-amateur semi-professionnel pardon, en Mmh. Belgique où là j'ai joué avec, bah, les, meilleurs joueurs du monde, qui étaient payés pour ça. J'étais payé aussi pour ça et j'avais le sentiment de pas mériter, même si c'était pas un gros salaire, de pas mériter cet argent parce que j'étais pas bon. À Mmh. l'époque, je suis arrivé, j'étais pas bon. Ça se voyait, c'était, encore mes lacunes qui étaient, mises en avant. Mais j'ai eu la chance d'avoir un super coach à l'époque, un super coach adjoint qui m'a, les 2 m'ont beaucoup aidé. Ils appréciaient évidemment ma partie, compétiteur, grinta et ils m'ont permis de beaucoup me développer, de rattraper un peu mon retard, heu, bah, m'adapter au très haut niveau et cetera et en fait, petit à petit, la confiance a remonté. Eux m'ont beaucoup soutenu, m'ont beaucoup aidé justement sur cette partie-là en m'encourageant, en me donnant quelques billes et en fait, petit à petit, ce qui est normal avec la maturité aussi, mais petit à petit, j'ai eu le sentiment d'avoir des bas beaucoup moins bas, des hauts beaucoup plus hauts, d'être un peu plus stable justement émotionnellement. Alors ça a jamais été parfait et ça r j'ai encore des périodes de doute et des périodes de bas actuellement, mais c'est beaucoup moins présent que par le Mmh. passé et la dernière étape de mon dernier club en Belgique, là, j'ai eu un super coach aussi, avec qui j'avais une très, très bonne relation et qui m'a beaucoup appris, sur, la partie hockey évidemment, mais sur la partie mentale également, Mmh. heu et qui m'a donné beaucoup de confiance et beaucoup de clés et qui m'a pris un peu sous son aile et qui m'a dit: «Bah, on va participer aux JO ensemble et je vais t'amener là-bas». Donc je suis très reconnaissant des différents entraîneurs que j'ai eus dans ma carrière, pour l'aspect évidemment technique, mais surtout pour le développement personnel et la réussite de ma carrière. Mmh. On sent que ça a été un vrai chemin, et puis tu l'as répété plusieurs fois,
Alors il y a le côté technique que tu as pu bosser, mais il y a quelque chose qui avait l'air d'être très fort chez toi, c'est cette grinta et ce côté compétiteur qui a permis Bah, aussi, c'est ce que je disais en préambule, c'est que c'est paradoxal, c'est que, mon mental a été ma plus grande force par cette grinta-là, ce côté compétiteur, ouais. mais à un moment, c'est pas suffisant pour faire du haut niveau. Mmh. Et donc on en revient à ce fameux truc de confiance et parfois mon mental était trop faible, enfin je me mettais trop de pression et j'étais trop dur avec moi-même et donc ça a influencé ma confiance. Mmh. OK. Et donc là, ce que tu partages aussi, c'est le rôle du coach, peut-être même d'un mentor. Ça a été aussi décisif pour, t'accompagner, tu vois, à passer des étapes, des niveaux? Bah, je pense que je me compare pas du tout à eux, mais si tu regardes, tous les plus grands sportifs de l'histoire, tous, dans leur cheminement ont été marqués par, un coach, un psychologue, un prépa mental, je sais pas, une n'importe quelle personne, mais ils ont été marqués par une ou 2 personnes qui les a, fait, qui leur a permis de péter des portes et Mmh. de, passer des étapes, et d'atteindre, enfin de continuer sur un chemin qui, pour eux à l'époque n'était pas forcément le bon ou pas forcément la bonne direction et grâce à ce mentor-là, ils ont réussi à progresser, à devenir les champions qu'ils ont été. Évidemment, moi à mon échelle, j'ai eu ce sentiment-là aussi, ouais. Mmh. Ouais, c'est fou parce que dans le sport, c'est tellement présent, tu vois, cette idée de coach, de mentor, de prépa mentale. Alors, on sent que ça commence à arriver dans d'autres sphères, en individuel, en entreprise, mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais c'est aussi ce qui est fascinant. Si on revient un petit peu sur les JO, donc j'imagine ça devait être un truc de dingue pour toi, tu vois? Est-ce que tu peux nous raconter comment, tu as vécu cette expérience, les JO à la maison, tu vois? Qu'est-ce que ça fait de vivre ça? Ouais, bah, comme je t'ai expliqué en intro aussi, moi c'était un rêve depuis tout jeune Ouais. et donc j'ai forcément essayé de mettre toutes les clés possibles pour pouvoir atteindre ce rêve-là. Il y a eu évidemment des moments, troubles, des moments de doute, ça a été évidemment un accomplissement. Mais là où je regrette un peu, c'est que j'ai l'impression que la participation a été un accomplissement, final, et qu'il a manqué, ça sera un de mes regrets dans ma carrière, il a manqué la performance pendant cette olympiade-là. Mmh. Pour moi, mais comme pour l'équipe, c'était nos 1ers JO et on a eu le sentiment que, être sélectionné, participer était la finalité, alors que la finalité évidemment était la performance Mmh. et je sais pas si on n'a pas bien pris conscience de l'événement ou, on s'est pas donné toutes les clés pour pouvoir performer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas été bon et c'est frustrant parce que, bah, c'est les JO, c'est chez toi. Pour certains, ça sera les seuls JO, pour moi, ça a été les seuls JO. Mmh. Bah, ça aura été les seuls JO. Mais bref, sur le côté, compétition, bah, c'est le graal. Tu es entouré dans le village, tu es entouré de ce qui se fait de mieux dans tous les sports, c'est qu'avec des super athlètes, qui sont, dévoués comme toi, qui ont un sens du sacrifice, du travail, heu, qui est très, très développé, qui sont passés aussi également par des chemins un peu, comme nous et comme moi. Donc tu as l'impression d'être dans un monde fermé où, tout le monde a conscience de l'enjeu et de la performance, mais tout le monde sait, par quoi on est passé Mmh. et et je sais pas, il y a une espèce de respect mutuel envers tout le monde qui était très fort. Donc ça, c'est pour la partie village, mais aussi pour la partie émotionnelle. C'était, en termes d'émotions, très, très dur à gérer, moi, je trouvais, Mmh. parce que tout était décuplé, mais de manière, extraordinaire. On avait beau, vouloir se préparer avant, tout le monde nous avait dit: «Vous allez voir, ça va être, vous allez prendre 2 claques, ça va être, très difficile à gérer» et on tu beau te préparer, moi, j'avais essayé de le travailler avec ma préparatrice mentale. J'avais eu rencontré des gens en Belgique qui avaient participé justement aux JO, qui m'avaient prévenu, avec qui on avait un peu travaillé et cetera Mmh. et tu beau te préparer, c'est quand même le graal, et en termes d'émotion, c'était, assez dur, je trouvais. OK. Heu, Parce que décuplé, énorme, Parce que décuplé, parce qu'une pression monstre, parce que, JO chez toi aussi, nous, ça faisait depuis, les JO de Munich que le hockey français n'avait pas participé.
et le public avait un peu d'espoir sur nous parce qu'on avait eu des bons résultats les années précédentes. On était un bon groupe, tout le monde était, dans des très bons clubs, européens. Ça se passait plutôt bien, on était plutôt, sur une pente ascendante et en fait, on est totalement passé à travers au niveau mental, heu et notamment sur ça restera, je pense, un traumatisme pour beaucoup de joueurs de l'équipe de France, mais notre premier match d'ouverture de la compétition, on joue contre l'Allemagne qui est une très bonne équipe qui a fini par la suite vice-championne olympique. Mmh. Mais on a encaissé un but au bout de 20 secondes et en fait, on a l'impression d'avoir jamais, sorti la tête de l'eau de ces JO et d'avoir pris au bout de 20 secondes le bouillon Mmh. et d'en être sorti à la fin du dernier match, quoi. Donc ça restera une petite, frustration. Ouais. Mais pour pas être trop négatif sur la partie expérientielle, c'était complètement dingue de côtoyer tout ça, de voir Paris dans cette dynamique-là, dans cette ambiance-là, cette architecture-là. C'était complètement fou et dire que, tu as été un des participants et un des athlètes, ça restera gravé, toute notre vie et toute ma vie, c'est clair et c'était, malgré tout une expérience, unique et incroyable. Ça t'a permis d'accomplir ton rêve, au passage. Exactement, Plutôt pas exactement, mal. ouais. Super, et avec le recul, peu importe, ouais, avec ce que tu as partagé sur ce qui s'est passé, j'entends aussi de la frustration, déception. Toi, c'est quoi ton plus gros apprentissage à toi personnellement de ces JO de Paris? Bah, je trouve que c'est sur toute la période en amont, c'est, se donner les moyens de réaliser ses rêves et ses objectifs et croire en ses rêves et ses objectifs, tout au long d'une vie. C'est un cheminement qui est très long, et j'ai mis 15 ans pour accomplir mon rêve, mais je l'ai atteint, grâce à du travail, grâce à de la rigueur, mais aussi grâce à ma famille, grâce au soutien, grâce à, on en parlait des mentors, mais grâce à plein de choses extérieures qui m'ont beaucoup apporté tout au long de ce cheminement-là. Et moi, je suis convaincu que, tu as beau faire du sport collectif ou individuel, arriver à ces objectifs-là tout seul, sans aide extérieure, c'est impossible Mmh. et il faut savoir bien s'entourer, des personnes qui te soutiennent, qui croient en toi et qui te poussent à être meilleur. Ça peut être ta famille, ça peut être, tes potes, ça peut être, tous tes proches, mais ça peut être aussi une aide, professionnelle, par exemple par des préparatrices, ou préparateurs mentaux, Ouais. par tes coachs, quoi qu'il arrive, il faut, pour atteindre ses objectifs, bien s'entourer et se faire aider. Ouais, j'entends plein de beaux messages là-dedans. L'idée que atteindre, son rêve, bah, il faut aussi avoir de la patience, tu vois? Et une vision, du jeu long aussi. Il y a du travail et l'idée d'oser, de se faire aider, de se faire accompagner. Complètement. Trop bien, bah, merci de partager ça. Je te propose qu'on avance, tranquillement dans la deuxième thématique, que j'appellerais peut-être le point de bascule. Alors on va pas tout de suite dans l'entre-deux, mais tu vois ce moment où dans une carrière, qu'elle peut être, ben, sportive, professionnelle, ces moments parfois visibles ou intimes où tu sens, tu vois, qu'il y a quelque chose, qui bouge, qui se déplace à l'intérieur, où peut-être l'élan n'est plus le même, la motivation n'est peut-être plus aussi au rendez-vous, mais, est-ce que tu arrives à identifier s'il y a eu un moment précis ou s'il y a eu plusieurs petits moments? Comment ça s'est traduit pour toi justement? Ouais, en y réfléchissant et en faisant un espèce de bilan sur ma carrière, quand j'ai arrêté, j'ai eu le sentiment d'avoir eu 2 marqueurs très importants, 2 périodes bien distinctes. Le premier marqueur a été, je pense quand j'avais une vingtaine d'années, 20 ou 21 ans, je reviens sur ce fameux cap de junior à senior et donc là, j'étais en plein, englué dedans, où, je mettais pas un pied devant l'autre, j'étais vraiment, très, très mauvais sur le terrain, j'avais zéro confiance, et surtout zéro plaisir Mmh. et à l'époque, c'était totalement amateur et je faisais ça, je faisais du hockey pour me faire plaisir et pour, me dépenser parce que c'était ma passion. Mais là, à l'époque, c'était plus du tout le cas et j'appréciais pas du tout être sur le terrain. Je trouvais que c'était, trop d'efforts, et j'étais tout simplement nul et à la fin de la prépa hivernale
Donc en gros, nous, nos saisons sont, séparées en 2. Tu as la première partie de saison qui est de septembre à novembre, novembre-décembre, OK. et la deuxième qui est de février à mai. Et donc on reprend généralement la prépa hivernale, à partir de janvier jusqu'à fin février, la reprise du championnat. Et donc quand je devais avoir une vingtaine d'années, sur la fin de cette prépa hivernale, là j'étais vraiment au bout du rouleau, j'y arrivais plus du tout. Et je gardais tout pour moi, j'exprimais rien, et mais je bouillonnais à l'intérieur. Et à un moment, je fais un entraînement, et je quitte l'entraînement et là, je craque, je fais: «C'est bon, je peux plus, j'arrête». Heu, J'y arrive plus, ça me bouffe trop, ça me prend trop d'énergie, même dans ma vie perso, ça empiète trop sur ma vie perso. Mmh. Et donc j'en parle à mes parents à l'époque, j'habitais chez eux, j'en parle à mes parents, je leur dis: «Non, c'est bon, là, j'arrête, j'y arrive plus». J'abandonne, ça sert à rien de continuer et cetera. Et ils insistent en me disant: «Mais abandonne à la fin de la saison, ça sert à rien de». Enfin, déjà, ils m'ont toujours appris qu'il fallait jamais abandonner, mais toujours aller au bout des choses, et même si elles sont mal faites, au moins, ne pas abandonner et continuer. Et donc ils ont insisté là-dessus en disant: «Bah, continue, continue, tu à la fin de la saison». Et donc j'en ai conclu ça. Et en fait, c'est comme si j'avais, lâché un espèce de boulet. Un boulet s'était détaché en me disant: «De toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai plus rien à perdre, j'arrête en juin, il me reste, 3 ou 4 mois de hockey. Juste, fais-toi plaisir, joue, on s'en fout des conséquences, on s'en fout du reste, on s'en fout du jugement des autres, on s'en fout de la confiance, juste joue». Ouais, Et en un fait poids en moins là, c'est ça? exactement. Et en fait, comme si le poids, je l'avais laissé au fond de l'eau et que j'avais réussi à me détacher et à remonter à la surface. Mmh. Et à partir de ce moment-là, je dis pas que j'ai été un génie, j'ai été super fort, mais en fait, le mental a pris le dessus, j'ai repris confiance, j'ai commencé à mieux jouer, à reprendre du plaisir, à moins me frustrer. Et en fait, la dynamique qui s'est enclenchée, et là, c'était le cercle vertueux. Et petit à petit, en fait, ça s'est lancé. Et la carrière, par la suite, s'est lancée à la suite de ce moment-là. Et évidemment, en juin, j'ai jamais arrêté parce que j'avais repris du plaisir et j'avais plus de frustration. Mmh. Mais ça a été un des très bons marqueurs. Et l'autre marqueur décisif, ça a été, pour moi, à la fin de la coupe du monde 2023, Ouais. hem, où on avait vraiment été pas très bon avec l'équipe de France. Et à cette époque-là, moi, je faisais un peu partie des cadres, de l'équipe. Et on a eu des soucis, avec le staff, enfin bref. Et il y a eu quelques remous internes. Et j'avais eu le sentiment, moi, de plus m'entendre avec la dynamique de l'équipe, les joueurs, et d'être un peu en décalage avec ce groupe. Et donc moi, j'ai toujours eu, pour fonctionner, j'ai toujours eu besoin d'avoir un sentiment d'esprit collectif, de cohésion et cetera. Et à la suite de ce moment-là, je me sentais un peu, à l'écart. Et c'était, une période assez difficile pour moi parce que j'arrivais plus à me trouver ma place dans l'équipe. Mmh. Et s'en est suivi, bah, une non-sélection pour la coupe d'Europe 2023, ce qui était, totalement logique parce que mon niveau de jeu était vraiment très mauvais, sur les 6 derniers mois. Mais ce qui était assez surprenant parce que je faisais partie des cadres de cette équipe à l'époque. Et donc une chute, si importante, était, pour beaucoup inexplicable, mais pour moi très facilement quantifiable et explicable, tout simplement par ma place dans l'équipe et mon intégration. Mmh. Et en fait, à la suite de ça, donc ça, c'était l'été juste avant les JO, c'était la dernière grosse compète avant les JO. Et donc c'était quand même un électrochoc, parce que si j'étais pas pris pour cette compétition-là, j'allais avoir du mal à me qualifier, enfin à me sélectionner pour les JO un an d'après. Et donc c'est à ce moment-là où j'ai décidé de travailler avec une préparatrice mentale et sur lesquelles on a essayé justement de travailler sur, moi, les reproches que je me faisais, que je faisais à l'équipe, essayer d'être moins dur envers ce qui s'était passé, dans l'équipe, et être tourné vers l'avant. Et être plus focus sur, mes performances individuelles plutôt que sur le passé. Mmh. Et donc c'est de là où on a mis plein de clés en place, enfin plein de
petites, clés et petites, routines en place et notamment le carnet de bord dont je t'ai parlé. OK. Et en fait, petit à petit, j'ai réussi à me recentrer, à de nouveau, me remotiver, et en fait, atteindre l'objectif des JO tout simplement grâce à ça, quoi. Donc Mmh. ça a été les 2 gros marqueurs de ma carrière, je trouve. OK, trop intéressant, super. Il y a une chose sur laquelle j'aimerais revenir, tu vois, qui est revenue plusieurs fois chez toi, c'est quoi le lien entre confiance et plaisir? Bah, les 2 sont évidemment corrélés. Hem, Si tu es pas en confiance, tu prends pas de plaisir parce que tu es pas bon. Mmh. Et si tu es en confiance, tu es bon donc tu prends du plaisir. Pour moi, ça fonctionne comme ça. OK. Heu, à partir du moment où, tu fais passer ta passion pour un travail, là, je pense que tu perds le plaisir. Parce qu'évidemment, on était payé, pour jouer, mais on n'était pas payé, des millions, le but étant quand même de, vivre de sa passion et surtout d'atteindre le rêve d'une vie, donc les JO. Mmh. Mais pour ça, il faut prendre du plaisir parce que tu peux, peut-être pendant 3 4 mois ne pas prendre du plaisir, mais si pendant 3 ans tu ne prends pas de plaisir, à quoi bon continuer sachant que c'est ta passion, que, tu mets quand même beaucoup de choses de côté. Tu mets, ta vie sociale un peu pas entre parenthèses, mais, c'est pas la priorité. Heu, Tu mets une rigueur sur, heu, ton alimentation, sur tout, Mmh. et donc si tu prends pas de plaisir, ça va vite passer pour des sacrifices, et donc ça va vite te faire, devenir un peu fou, quoi. Donc, je pense que tous les sportifs de haut niveau, évidemment que c'est leur métier, mais c'est surtout leur passion et c'est là où, ils prennent le plus de plaisir, je pense. À Mmh. partir du moment où tu prends plus de plaisir, bah, là, ça devient compliqué de performer. Mmh. Ouais. Ouais, je suis bien d'accord avec tout ce que tu partages et ça me fait penser ce que tu disais sur la partie prépa mentale avec cette personne, à partager, tu vois, travailler cette notion de reproche, mais aussi, de se tourner vers l'avant, le carnet de bord. Est-ce que tu as d'autres outils que tu perçois avoir mobilisés, dans son travail ou aussi en dehors de ça, tu vois, qui ont été vraiment déterminants là avec le recul quand il repense? Bah, ouais, c'était travailler aussi sur, elle, elle appelait ça l'état de conscience, tu peux appeler ça aussi l'état présent et cetera. C'est analyser ce que tu ressens sur le moment, l'instant T, Ouais. et vouloir pousser cet état-là ou vouloir le réduire. Je développe un peu. Moi, ça m'arrive parfois d'avoir du mal, sur le terrain à contrôler mes émotions, c'est-à-dire à m'énerver sur moi-même, sur les arbitres, sur l'adversaire, parce qu'il y a évidemment ce côté compétiteur, mais parce qu'il y a aussi, heu, parfois cette difficulté à gérer ces émotions-là. Et en fait, si tu regardes et c'est le travail qu'on a fait avec cette préparatrice mentale, c'est qu'il y a toujours des prémices qui sont très difficiles à déceler, mais des prémices, de cet état-là. À savoir l'état où, nous on appelait ça l'état rouge. L'état rouge, c'est quand là je suis, beaucoup trop nerveux, beaucoup trop excité, donc ça, on appelait ça l'état rouge et après l'état, blanc, c'est l'état où j'étais, on a pris blanc parce que on appelait ça un peu fantôme, où je me cachais, je demandais pas la balle et j'avais plus du tout confiance et donc à chaque fois sur ces 2 états-là, hem, il y avait des prémices, pour l'état rouge de nervosité, c'est-à-dire de, hem, réaction un peu trop excessive, mais c'est des tout petits détails, mais, sur, une réflexion d'un coéquipier, Mmh. heu, un état de stress, un coup de sifflet de l'arbitre, c'est des choses comme ça où, tu sens que sur un début de réaction, tu sens que tu commences à basculer dans l'état qu'il ne faut pas, donc dans l'état rouge et on avait essayé de se donner des clés justement pour, repasser sur un état plus, optimal. Et ces clés-là, c'était, bah, ce qu'on a parlé tout à l'heure, mais c'était, se remémorer, les bonnes expériences passées, Mmh. hem, travailler sur les états de confiance, qu'on a eu dans le passé. En fait, c'était que sur des expériences passées. On se remémorait toujours des expériences passées et après, il y a eu aussi des étapes où quand moi, j'arrivais directement dans l'état rouge, là, de respiration et de vide, hem,
En gros, nous, au hockey, on sort beaucoup, il y a des ces changements illimités et moi, dans mon poste, en tant qu'attaquant, on faisait généralement des sessions de 4-5 minutes et après on avait, 3-4 minutes sur le banc OK. et donc sur ces états-là, quand j'arrivais sur le rouge sur le terrain, je savais que 2 minutes après, 1 minute après, j'étais sur le banc et donc il fallait que j'essaie de switcher justement cet état-là et quand j'avais atteint cet état rouge, essayer de travailler sur la respiration et faire le vide. On le voit beaucoup maintenant, avec, les par exemple, les rugbyman ont développé ça, mais aussi il y a beaucoup de combattants qui font ça aussi à l'UFC ou des choses comme ça, où on les voit faire des grandes inspirations sur des longues sessions et des Mmh. longues sessions d'expiration également et en fait, bah, ça permet déjà d'essayer de faire redescendre ton rythme cardiaque, mais aussi d'essayer de faire le vide mentalement, et donc éviter de ressasser, ces fameuses, hem, actions qui t'ont énervé ou, qui t'ont fait perdre confiance. Mmh. Évidemment, parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas du tout et parfois j'arrivais pas à redescendre et je restais dans cet état-là. Mais en gros, pour essayer de conclure sur ce sujet-là, c'est essayer de prendre aux prémices, et d'anticiper pour pas, atteindre ce niveau-là et quand on y arrive, essayer de travailler sur les expériences passées ou la respiration. Ouais. Ouais, c'est dingue, hein, cette idée de l'importance de bien se connaître pour détecter, tu vois, ces signaux faibles, ces premiers petits trucs, tu sais, qui vont te faire partir, peut-être en live. Super Mais intéressant. je dis ça, mais ça m'est arrivé plusieurs fois de pas réussir à redescendre et rester en haut. Ouais, ouais, ouais. OK. Super, bah, merci de partager ces outils. Je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui vont nous écouter. Je te propose maintenant qu'on avance sur, une autre thématique, tu vois, qui est un peu la transition entre ce monde pro et construire ton après à toi. Tu sais, ces moments où, c'est une période un peu particulière où tu es plus l'ancien toi, mais tu es pas encore le nouveau toi tout à fait et voilà, de nous partager simplement, comment tu as vécu toi cette période-là. Donc j'ai l'impression qu'elle est plutôt récente pour toi? Ouais, tout à fait, elle date de, avril 2025, Ouais, c'est tout chaud alors, ouais. donc c'est assez récent. J'avais pour objectif évidemment de faire les JO et après les JO de me poser, de savoir, quels allaient être mes futurs objectifs. Est-ce que j'allais continuer? Est-ce que j'allais arrêter? La question se posait, quoi et un nouveau staff s'est lancé en équipe de France avec, des jeunes joueurs qui sont hem, très ambitieux, mais très talentueux et sur lequel je crois beaucoup. Donc, je pense que les prochaines échéances de l'équipe de France vont être très bonnes et le chemin est tracé vers des très bons résultats et donc ça m'embêtait de quitter le navire maintenant, mais en fait, j'ai eu le sentiment après les JO d'avoir bouclé la boucle, Mmh. et de plus être capable de me relancer. J'ai essayé, mais en fait, j'ai pas réussi, que ça soit, mentalement, physiquement, comme si mon corps ne répondait plus, aux exigences que ça demandait. Mmh. J'arrivais plus à m'investir sur les entraînements, sur les muscles, j'arrivais plus à avoir la même routine sur, l'alimentation, le sommeil, les choses comme ça et donc en fait, ça s'est fait assez naturellement, la bascule parce que c'est, mon mental qui a fait: «Non, ça sert à rien de continuer» et en fait, du coup, c'est beaucoup plus facile à accepter quand ça vient de toi et que, tu pas viré par le coach ou et cetera. Là, c'est venu, j'ai atteint ce que je voulais atteindre. Évidemment, tous les résultats n'ont pas été parfaits, mais j'ai participé aux compétitions auxquelles je voulais participer. J'ai pas eu beaucoup de regrets à part peut-être notre performance aux JO, mais sinon, dans l'ensemble, je pensais jamais avoir une carrière comme ça et j'en suis très fier et donc la transition et la reconversion, c'est plutôt vraiment bien faite Mmh. puisque c'était un choix personnel, c'était, dicté par mon mental et mon physique. Donc non, je suis très content de ça. Je leur souhaite, beaucoup, beaucoup de réussite, mais ça sera pas avec moi parce que je pense que j'étais plus capable de donner le meilleur. Ouais, donc j'entends aussi une certaine maturité de se connaître, de s'écouter, de dire: «Bah, voilà, moi aussi j'ai atteint ce big rêve et cetera et là je sens qu'il
il est temps de faire autre chose. Et du coup, si on revient un petit peu sur ça, mais pas forcément longtemps, hein, mais avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce qui a été, pour toi le plus difficile à lâcher de cette période-là? Mais aussi, tu vois, peut-être le plus libérateur? Bah, je vais commencer par le plus libérateur parce que c'est le plus simple. Ouais, C'est les entraînements tout simplement. ouais. Bah, à la fin, tu en as marre de t'entraîner, mais tout le temps, je pense que l'entraînement, tu es obligé de le faire et c'est nécessaire parce que, j'ai toujours été marqué par ce dicton-là d'un de mes premiers coachs: «Tu, t'entraînes comme tu joues». Donc l'entraînement est très important et c'est ça qui te permet d'être bon le week-end et enfin les jours de match. Mais à la fin, c'est vraiment épuisant de devoir s'échauffer, tu as 2 entraînements par jour. Enfin, l'entraînement à la fin, ça devient vraiment fatigant. Donc quand tu quittes ça, c'est le 1er truc qui est libérateur, ça c'est certain. Mmh. Et le truc qui manque le plus pour moi, c'est, le côté adrénaline et émotion. Je pense que je revivrai plus jamais des émotions aussi fortes que, les émotions que tu vis sur un terrain et que tu partages avec des coéquipiers. Mmh. Que ça soit des moments, tristes ou des moments forts, marquer un but, voir, gagner un but à la dernière seconde, gagner un match important, se qualifier pour des choses importantes, gagner un titre. Toutes ces émotions-là sont des émotions, extraordinaires et qui sont, difficilement, transposables à la vie de tous les jours. Enfin, c'est même ça n'existe pas. Mmh. Je sais que je ne vivrai plus jamais ces émotions-là et donc ça c'est un peu mon regret. Mais, je suis content de les avoir vécues et j'en ai vécu suffisamment, pour avoir un bon livre de souvenirs, toute ma vie. OK. La boîte à souvenirs, elle est bien pleine à ce niveau-là. Elle est bien pleine, on a évidemment envie de la remplir encore plus, mais je suis très content, elle est très pleine et je suis très content de ma carrière. Trop bien, trop bien. Et du coup, là, si on revient dans cette période d'entre-deux, tu vois, est-ce que tu arrives, avec le recul d'aujourd'hui, à avoir peut-être des croyances que tu as dû déconstruire pour avancer vers la suite professionnelle de toi? Hem, un peu généraliste, mais, je pensais, c'est pas une critique contre la société, pas du tout, mais je pensais que le sportif de haut niveau, hem et le sportif olympique aurait plus de facilité à se reconvertir dans le monde professionnel. OK. Je dis pas que t il fallait que tout le monde m'ouvre la porte et m'ouvre en grand les bras, c'est pas du tout ce que je dis. Mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver un job et je trouve qu'on ne valorise pas assez les compétences et les soft skills des sportifs de haut niveau en entreprise. Mmh. Et donc alors oui, on a moins d'expérience professionnelle que la personne qui aura fait, 3 CDI avant, 3 stages, des alternances et cetera, ça on est d'accord. Mais en revanche, elle aura beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de compétences sur, plein d'autres choses, que ça soit la gestion du stress, la cohésion d'équipe, la rigueur, les objectifs, enfin plein de j'ai pas envie de détailler ça parce que c'est pas le sujet actuel, Mmh. mais je pensais que ça allait être plus facile OK. et ça l'a pas du tout été et ça m'a fait aussi, avoir, des périodes un peu de bas parce que je me suis dit: «Bah, en fait, j'arrête mais j'ai rien à côté», donc c'était un peu le vide et un peu dur, mais à l'inverse, je pense qu'il faut, aussi parfois passer par des étapes comme ça pour pouvoir apprécier le moment actuel ou les bonnes périodes et là, je suis, très content de là où je suis, de la période actuelle donc heu, je pense qu'il faut savoir aussi, ne pas être trop exigeant et profiter une fois que tout se passe bien des moments, des instants présents et des périodes de vide qu'il y a eu ou des périodes difficiles pour pouvoir, avoir des bonnes périodes. Mmh. Ouais, j'adore ce que tu dis sur traverser, cette traversée des moments, elles sont aussi, ces périodes de doute, de bas, ils sont nécessaires aussi. Et justement, quand toi, tu étais dans un moment qui était pas top comme ça, est-ce que tu te perçois maintenant, que tu es plus dans cette zone-là, avoir mobilisé peut-être, je sais pas, des clés mentales, des outils, quelque chose, un mantra, une phrase, tu vois, qui t'a permis, de te guider ou d'avancer justement dans cette période qui était pas top?
Là, pour le coup, comme c'est en dehors du terrain, c'est des trucs où moi j'étais un peu moins habitué et c'était un peu plus dur de trouver des clés pour surmonter ça. Mmh. Hem, mais je dirais que ça a été, étape par étape. Heu J'essaie de me réjouir des, petites victoires ou des petits moments de joie pour essayer de construire un gros bol de plein d'étapes positives et plein de moments de joie pour Mmh. qu'à la fin, ce gros bol, se transforme en, moment enfin, période de kiff et période d'état présent positif. Mmh. Et donc c'est, en fait, si tu fais le parallèle avec le terrain, c'est un peu similaire à ce que je t'expliquais tout à l'heure, à savoir, c'est les petites étapes, les petits objectifs qui vont construire le gros objectif et les petits sommets qui vont construire la grosse montagne. Donc il faut savoir se raccrocher aux petites victoires et aux petits, ce que je disais, aux petits sommets Mmh. pour, finir l'ascension et atteindre justement, un peu cet état de plaisir, de joie, quoi. Et du coup, donc cette nouvelle vie professionnelle, tu vois, dans l'événementiel, sportif, comment c'est, arrivé à toi? C'est quoi le cheminement, tu vois, les étapes par lesquelles tu es passé pour dire: «Ah non, mais c'est ça qui me fait triper et j'y vais»? Bah, comme je pense beaucoup de sportifs, j'ai toujours voulu rester dans le milieu du sport parce que déjà c'est là où on est le plus à l'aise, c'est là où on a le plus de connaissances, de compétences évidemment. Mmh. Et ce côté événementiel m'a toujours beaucoup plu, de par mon côté un peu, organisé et rigoureux, mais aussi de par ce côté très opérationnel où, la routine n'est pas vraiment très présente. C'est, évidemment, il y a des horaires de bureau, mais aussi tu es beaucoup sur les événements, où tu es beaucoup sollicité sur des missions, totalement, différentes, très larges et variées. Hem Et il y a ce côté aussi, un peu, rush, pression, à l'instant T, où tu prépares en amont l'objectif et quand tu arrives, proche de l'objectif, là, c'est une période de stress et une période où, bah, l'erreur est un peu moins, permise et tu dois pouvoir, performer, le mieux possible. Mmh. Et je trouve que dans cette période enfin, dans ce métier d'événementiel, ça correspond parfaitement à ça. Mmh. Et il y a beaucoup de similitudes entre, ce métier-là et le sport de haut niveau, sur les éléments que je t'ai développé juste avant. OK. Ouais, c'est hyper intéressant de aussi de pouvoir analyser, tu vois, quelles sont les compétences transverses que tu as utilisées et passer du sport au monde professionnel plus classique comme on l'entend. Toi, c'est quoi selon toi les 3 grandes compétences transverses, tu vois, que tu te dis: «Ah ouais, mais en fait ça, elle me sert tellement et c'est top que je l'ai vécu dans alors sous un autre, prisme avant», tu vois? Je pense un des éléments majeurs, ça va être la gestion du stress. Bah, évidemment, quand tu es sportif de haut niveau, tu es confronté au stress, très régulièrement. Et ce que je te disais aussi sur les périodes en entreprise, il y a des deadlines, pour nous, dans notre cas, il y a des événements, où il faut être performant. Mmh. Et donc il y a une grosse présence de stress également et donc il faut savoir répondre à ces stress-là. Et donc je pense à l'heure actuelle avoir, toutes les clés pour, y répondre. Mmh. Et même ça a été aussi le cas, parce que ça a été stressant aussi de basculer, de sportif à CDI dans l'événementiel, notamment parce qu'on a toujours peur de pas avoir, de pas bien faire, de manquer de compétences, de connaissances et cetera. Et donc ça, c'est un stress qui est permanent aussi sur le premier mois, les 2 premiers mois. Mais je pense que si j'avais pas eu ces clés avec le sport de haut niveau, j'aurais eu du mal à répondre à ce stress-là. Et en fait, j'étais serein parce que je pouvais répondre à ce stress. Mmh. Donc ça, c'est la première clé. La deuxième, je dirais quand même la définition et pas l'obtention, mais essayer de répondre à des objectifs. Parce qu'évidemment au travail, mais comme, dans chaque sport, on a des objectifs. Dans le sport, c'est, faire une médaille, être champion et cetera. Mais au travail, c'est, bah, typiquement, je sais pas, signer tant de deals, répondre à tant de clients, avoir tant de participants sur l'événement et cetera. Et donc c'est toute la mise en place,
des réponses à ces objectifs-là en amont, donc tout un travail en amont que tu dois bien définir sur un chemin que tu dois parcourir et cetera. Et donc ça, c'est totalement similaire sur les 2 activités. Parce que si tu définis mal tes objectifs, dans le sport, mais également, dans la partie professionnelle, tu vas avoir du mal à répondre à tous ces objectifs-là et prendre le bon chemin pour y répondre. Et donc aussi, il y a toute une partie de débriefing qui est intéressante, une fois l'objectif atteint ou non, pour Mmh. ne pas reproduire les erreurs ou pour améliorer certaines choses. Donc je dirais, ça c'est le deuxième point donc après la gestion du stress et la partie objectif et un Mmh. troisième point, plutôt, bah, pour être performant dans le sport de haut niveau, il faut être rigoureux et pour être performant dans l'événementiel, il faut être rigoureux aussi et prévoir beaucoup de choses et être Mmh. performant le jour J. Ah, il y a aussi cette idée de discipline que tu retrouves là-dedans? Exactement, tout à fait, ouais. OK, super. Tu es revenu plusieurs fois sur la partie gestion du stress. Là, concrètement, tu vois, pour un event de boulot ou une grosse échéance, quelque chose, tu sais, qui peut te faire stresser, qu'est-ce que tu mets en place là pour, atténuer, apaiser ce mental et ce stress, peut-être dans ta vie de tous les jours là? Bah, pour le coup, là, c'est moi, je m'appuie beaucoup sur l'esprit d'équipe et les personnes qui sont déjà, moteurs dans l'événement et sur la partie boulot. Parce que tout simplement, je viens d'arriver, eux, ont beaucoup de connaissances et de compétences que j'ai pas encore et donc je m'appuie beaucoup sur cette partie-là pour, me faire aider, répondre aux différents stress et petit à petit devenir le plus autonome possible. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que la cohésion et l'esprit d'équipe sur ces métiers-là sont primordiales pour, répondre et réussir à délivrer un événement parfait et donc là, moi, j'avoue que ma gestion du stress actuelle, elle dépend beaucoup de mes camarades et de mes collègues. Mmh. Donc c'est s'appuyer aussi sur les gens, qui ont peut-être plus d'expérience à l'instant T. Parfois, il faut pas du tout avoir honte et accepter que, on n'a pas, les clés, ni les connaissances et les compétences pour répondre à différentes problématiques et c'est pas du tout une honte, hein. Le but étant de petit à petit, se développer et apprendre et progresser Mmh. et donc pour moi, et comme dans le sport, ça passe évidemment par, l'aide de personnes extérieures ou de personnes internes qui vont te faire progresser, qui vont t'apporter certaines clés, qui vont t'apporter une autre vision des choses différentes et qui vont, forcément te nourrir dans ton raisonnement et dans ta réflexion. J'adore cette idée d'accepter, ça me rappelle l'épisode 1 avec Alex qui avait dit une phrase qui m'avait beaucoup marqué, c'est: «Accepter d'être inutile». En fait, on y revient sous une autre forme, tu vois? Accepter qu'à l'instant T, j'ai peut-être pas toute la boîte à outils et c'est un beau travail sur soi et peut-être aussi sur l'ego. Là, ça me fait penser là, pour le coup, au sport de haut niveau où, heu, il faut savoir accepter son rôle dans l'équipe, mais parfois ton rôle ne va pas être, décisif ou, tu vas pas être mis en lumière, et ça, dans le sport de haut niveau, c'est très dur à accepter, Mmh. parce qu'on a tous des égos importants et qu'on veut tous être, pas le héros, mais on veut tous avoir une part du S gâteau, sur une lumière importante et donc parfois, bah, il faut faire le travail de l'ombre. Mais évidemment, le travail de l'ombre, c'est souvent des tâches assez ingrates qui sont, difficiles à accepter. Mais c'est la même chose, au boulot. Parfois, il faut accepter des tâches inutiles et ne pas vouloir prendre, trop de lumière et toute la couverture à soi parce que, on est moins compétent que le collègue ou que le coéquipier pour pouvoir, répondre à cette problématique-là. Mmh. Ouais, je suis complètement en phase avec cette idée de travailler l'ego et être conscient que le collectif, peut briller et c'est le collectif avant tout et pas forcément une histoire de moi, moi, moi. Exactement et que tout le monde a sa place dans le collectif, mais il faut pas vouloir prendre la place de l'autre. Mmh. Super, super intéressant et ça me fait penser à une autre question, tu vois? Qu'est-ce qui t'a peut-être surpris, là, dans le monde professionnel, par rapport au monde sportif, tu vois? Je trouve que c'est encore une fois, là, ça fait pas longtemps que je travaille, donc c'est difficile d'avoir un constat définitif.
mais je trouve que c'est moins franc et moins honnête sur la partie professionnelle que sportive, OK. où, on va plus se reposer, sur le manager ou sur ses collègues pour exprimer un avis et une critique ou, une amélioration. Alors que dans le sport, j'ai le sentiment qu'on n'a pas le temps pour ça et Mmh. qu'il faut souvent se dire les choses et évidemment, c'est pas toujours le cas et on cache des choses et parfois ça fonctionne pas. Mais quand tu es sur le terrain, tu as du stress, tu es fatigué, le message, tu mets pas les formes et tu le dis, de manière cash et la personne est habituée à recevoir ces messages-là et donc il y a pas d'offense, ça fonctionne comme ça. Alors que j'ai l'impression que dans le milieu professionnel, encore une fois, c'est pas un avis définitif, Mmh. mais j'ai l'impression que on doit mettre plus de forme et plus de temps, pour, exprimer un message et ne pas brusquer les personnes. Ouais, ça me parle beaucoup et je dirais même moi aussi, si je partage mon expérience là-dessus, qu'il y a peut-être aussi pas mal de non-dits et qui pètent à un moment donné sous une forme, qui peut être, Complètement. qui peut être pas top, ouais. Mais ça peut arriver aussi dans les équipes sportives aussi. Mmh. Là où je te rejoins, c'est que les non-dits, entraînent forcément un conflit, sur le long terme. Mmh. Et si je reprends un peu de perspective, un peu sur cette, partie-là, tu vois, où tu as longtemps, joué pour gagner, tu vois, dans ta partie, d'athlète, de haut niveau. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches à nourrir, tu vois, selon toi, maintenant, dans cette nouvelle phase de ta vie? Et bah, j'essaie heu, de me connaître en tant que non sportif. OK. C'est un travail difficile, mais, avant, j'avais un peu le sentiment d'être résumé que à ça, qu'à être un sportif et d'essayer de me développer en tant qu'individu, maintenant, normal, sans ce côté sportif Mmh. et donc avoir un peu cette identité hors sport qui est pas facile à développer parce que j'ai quand même fait ça toute ma vie. Et donc prendre des plaisirs autres que via le sport, avoir des interactions autres que le sport, enfin essayer un peu de se détacher de cette partie sportive-là pour, moi me développer en tant qu'humain et personne adulte, quoi. Ouais, super intéressant cette idée d'identité, j'imagine, c'est tellement un marqueur fort de plusieurs années et même, très, très jeune. Alors du coup, qui est le Blaise non sportif? Et bah, c'est une très bonne question, je suis encore en phase, de réflexion. Ouais, en brainstorming? Mais en brainstorming, ouais, mais ça varie, de mois et semaines, mais j'essaye d'être, déjà plus présent pour mes proches, pour les personnes avec qui, j'ai pas passé de temps, à cause du sport et Mmh. d'être plus disponible. Et j'essaye d'être, socialement plus présent aussi, plus à l'écoute, hem, ouais, d'être dans le partage d'émotions. Plutôt que dans le partage de sport à l'époque et donc Mmh. essayer de, partager des émotions, heu, non sportives, je sais pas trop comment j'ai du mal à Ouais, mais en qualifier ça. dehors des compètes, des, Voilà et avoir, des liens, d'amitié plus profonds et plus intenses, que ça. Mais je suis en pleine phase de réflexion encore donc c'est un travail, qui prend du temps. c'est en construction. Exactement. Et tu me partageais au tout début de cet entretien-là que ton rêve, tu vois, c'était, les JO. Alors ça, c'est fait, maintenant c'est quoi la suite? C'est quoi ton nouveau rêve si tu en as un? Bah, ça a été déjà une grosse période de doute justement après ces JO-là parce que j'ai eu le sentiment de m'être défini. On en revient au fameux truc d'identité, Ouais. mais de m'être défini, pour cet objectif-là et en fait, il faut retrouver un espèce de sens, à sa vie, une fois que tu as atteint cet objectif-là. Parce que j'ai fait les JO à 29 ans, il me reste, beaucoup plus, à faire et à profiter et donc essayer de se retrouver des objectifs de vie,
ouais, de travail, de liens amicaux, fonder une famille. C'est des choses comme ça un peu plus, classiques, Mmh. mais sur lesquelles moi j'avais pas le temps de réfléchir avant et sur lesquelles maintenant je travaille un peu plus. Et en fait, c'est des besoins assez, assez basiques, mais c'est oui, avoir des enfants, partir en vacances avec ses potes, passer des bons moments avec sa famille, c'est des choses, sur lesquelles maintenant, j'éprouve beaucoup de plaisir et que je suis très content de faire. Mmh. Ouais, donc tu un nouveau stade de ta vie avec, des rêves qui sont plus les JO, mais tout aussi beaux. Exactement. Avec à terme, pourquoi pas, pas participer aux JO, mais cette fois, travailler pour les JO. Ça reste, dans un coin de ma tête et ça pourrait être intéressant, dans le futur. OK, trop bien. Je te propose qu'on avance, dans la dernière partie, de cet entretien qu'on pourrait appeler leadership et transmission, tu vois? Ouais. Donc après tout ces années sur le terrain, ces différents clubs, tout ce que tu as partagé tout à l'heure, tu vois? Qu'est-ce que tu as compris qui est peut-être le plus précieux pour toi sur, le mental collectif? Le plus important, c'est la cohésion pour moi, et je m'explique. Pour qu'un groupe, que ça soit, dans le sport, mais même, au niveau du travail, pour qu'un groupe fonctionne, tout le monde n'a pas besoin d'être ami, ça je suis pas, aussi radical que ça. Tu peux pas avoir des liens avec tout le monde, être pote avec tout le monde, c'est impossible. Mais en revanche, il faut que tout le monde tire dans le même sens. Heu, on en revient, on en a parlé un peu, mais il y a ce côté ego qu'il faut un peu mettre de côté. Il y a ce côté écoute qui est très important, sur lequel, si toi tu es pas capable d'écouter, tu vas pas réussir à transmettre également le bon message parce que ça veut dire que tu prends pas l'information de l'autre. Mmh. C'est-à-dire que, ça peut être l'écoute verbale ou non verbale. Si par exemple, tu vois que la personne là, elle est pas réceptive à ce moment-là ou elle t'exprime un message, sur ta façon de communiquer, ou même tout simplement en termes techniques, de te transmettre la balle et cetera. Si toi, tu es pas capable d'écouter ça, tu vas pas réussir à tisser un lien avec cette personne-là ou tu vas pas réussir à mettre la personne dans les meilleures conditions et donc tu vas être, néfaste pour l'équipe parce que, hem, tu vas tirer tu n'écouteras que toi et tu ne feras qu'à ta tête et donc tu vas tirer la couverture vers toi et donc tu vas sortir l'équipe du chemin. Mmh. Je sais pas si c'est très clair, mais Ouais, ouais, ça me parle bien. en gros, tout le monde doit tirer dans la même direction via plusieurs clés et une des clés pour moi, c'est l'écoute et la communication. Donc l'écoute, j'en ai parlé et la communication, c'est savoir exprimer un message, Mmh. de manière, constructive. Parce que parfois il faut aussi émettre des critiques, mais critiquer pour critiquer, ça sert à rien. Mais il faut savoir, communiquer de manière positive quand c'est bien, il faut savoir le dire, mais de manière aussi négative quand c'est pas bien. Quand c'est une erreur manifeste, il faut savoir aussi le dire parce que sinon on laisse, Ouais, un trop peu de pourrir le dérives. truc, quoi. Ouais. Exactement, on laisse trop de dérives et ça peut, comme tu dis, ça peut pourrir, la pomme, ça peut pourrir la pomme Mmh. et donc ces clés de communication et d'écoute pour moi sont très importantes sur la cohésion d'équipe et il faut savoir aussi, accepter qu'on n'est pas proche de tout le monde, mais en revanche vouloir, passer des moments avec tout le monde pour connaître tout le monde. Hem, je crois beaucoup aux bienfaits des espèces de team building, travaux d'équipe, heu, des qualités sur l'expression de qualité ou, de besoins, des choses comme ça. Je pense que c'est très important que tout le monde soit capable de s'exprimer là-dessus et que tout le monde sache comment lui, il va réagir dans cette, situation-là, qu'est-ce qu'il préfère et cetera. Mmh. Pour qu'on ait toutes les clés pour, mettre ses coéquipiers et ses collègues dans les meilleures conditions. Ouais, la communication donc là-dedans est clé aussi, on n'est pas Complètement. obligé d'être les meilleurs potes, mais on a quand même un objectif commun et une vision commune. Exactement et parfois accepter que le manager, le coach, n'est pas capable de faire ce travail-là, mais ça peut être fait par une personne extérieure, ça peut être fait par l'équipe en elle-même, ça peut être fait par un joueur, par un capitaine, juste par n'importe qui.
Mmh. Mais c'est un travail qui, pour moi, il faut faire et il faut le faire au début, hem, de la naissance d'un projet ou de la fixation d'objectifs. Parce que sinon, en fait, les gens vont tirer vont partir d'un côté qui n'est pas le bon et chacun va partir de son côté. Mmh. Super intéressant et j'aime bien parler de aussi du leadership parce que je suis convaincu que peu importe qui on est, qu'est-ce qu'on fait, on a tous notre propre forme de leadership, tu vois? Aujourd'hui, c'est quoi toi ton rapport au leadership et comment tu le définirais, avec tes mots aussi, tu vois? Moi, je fonctionne beaucoup par le leadership par l'exemple. Je trouve qu'un bon leader, c'est celui qui montre, la voie et le chemin. Pas par beaucoup de mots, mais par un investissement, par, heu, une rigueur, une persévérance. Pour moi, une personne comme ça, je vais forcément le suivre, Mmh. qu'il fasse des erreurs ou non, ça, c'est pas le sujet, mais, si, il nous montre, le bon exemple et la bonne voie, je pense que ça parle à tout le monde, c'est très imagé et c'est très simple. Et à l'inverse, pour moi, le leadership forcé, j'en ai Mmh. connu, des personnes qui n'ont pas l'aura, l'élocution ou la communication, suffisante. À l'inverse, peuvent être très néfastes parce que, il va être remis en cause par l'équipe, par les coéquipiers Mmh. et donc ça va créer des tensions. Heu, de même que pour moi, un leader, un capitaine, on l'appelle comme on veut, ne peut pas être nommé par le coach, mais doit être nommé par les joueurs. OK. Parce que évidemment, c'est le relais du coach, mais si c'est pas le relais des joueurs, il pourra pas bien faire remonter l'information au coach ou au manager. Mmh. Et donc, de manière assez simple, en fait, pour moi, c'est le représentant des joueurs et pas le représentant du coach. Et en fait, ça doit partir de l'inverse, ce qui est parfois c'est pas le cas. Mmh. Et on met, par exemple, je sais pas, on met le meilleur joueur, capitaine. Oui, mais le meilleur joueur n'est pas forcément celui qui a le meilleur, exemple, qui a le meilleur charisme, qui arrive à écouter tout le monde, qui arrive à rassembler tout le monde. Mmh. Pour moi, tu peux être, un joueur, moyen, mais en revanche avoir une aura et un leadership qui permettent de rassembler tout le monde et ça a plus d'impact pour moi. Ouais, j'adore ce que tu fais, ça m'allume une petite lumière, tu sais, de pas forcément le meilleur joueur, le capitaine, c'est dans le monde de l'entreprise, souvent, la promotion naturelle de quelqu'un qui performe bien, c'est devenir manager d'une équipe. Exactement. Or, ce que tu dis, c'est peut-être pas inné et la personne, elle a peut-être pas aussi, cette volonté, les outils parce que, quand on est team leader, manager et cetera, bah, on accompagne des êtres humains avec des sensibilités, des objectifs différents et c'est tellement, aussi difficile de composer avec tout ça. Donc c'est le petit parallèle que ça m'a fait faire pendant que tu Ouais, mais je te parlais. prends l'exemple, moi je suis pas confronté, dans l'événementiel avec mon travail, mais on m'a beaucoup raconté que, dans les métiers commerciaux, celui qui était le meilleur commercial devenait manager. En fait, pour moi, le côté, chasseur, prospection, closing est totalement, un peu, différent de manager et gérer une équipe de commerciaux. Ça n'a rien à voir. Tu es bon dans un domaine, ça ne veut pas dire que tu vas l'être dans l'autre. Tu peux faire les 2 évidemment, Mmh. mais parfois c'est pas le cas. Ouais, je l'ai vu à plusieurs reprises dans mon parcours et c'est vrai que ça peut faire, beaucoup de dégâts. Complètement. Tu sais, je partage beaucoup, sur LinkedIn, j'aime bien écrire et cetera, sur cette notion du duo performance et bien-être, tu vois? Toi, ce petit duo, comment tu le vois, comment tu perçois ça? Bah, à chaque fois que j'ai eu des périodes down au niveau perso, j'ai été nul sur le terrain. Mmh. Donc forcément ça a un lien très fort, parce que, bah, avant d'être un joueur de hockey, d'être un joueur de foot, de tennis, n'importe quel sportif, tu as une vie personnelle qui t'impacte sur ton quotidien et donc, bah, si tu as des mauvaises nouvelles, si tu as des soucis, je sais pas, avec ta copine, ton copain, ta famille, des choses comme ça, forcément, quand tu vas arriver sur le terrain, tu auras pas l'esprit très clair parce que tu seras, un peu gêné par ces phases-là et donc c'est dur de faire le vide quand tu arrives sur le terrain par tes soucis personnels. Mmh.
et donc je trouve que c'est un énorme lien, c'est dur de se détacher et je comprends parfaitement les sportifs qui ont des périodes de down parce que, ils ont des mauvaises nouvelles, parce que, leurs proches, je sais pas, ils divorcent ou des choses comme ça, c'est totalement logique et c'est pour ça que je trouve que le jugement médiatique actuel des sportifs est toujours, hem, très rapide, Ouais. heu, sur l'instant présent, sans avoir aucune information de la vie extérieure de ce sportif-là Mmh. et on juge uniquement ses performances par, je prends un exemple tout bête, mais les notes au foot ou, Ouais, les la multi stats. les stats, la multitude de contenus qu'il y a maintenant, le gars, il a beau avoir fait, 5 super matchs avant, il va rater le suivant et on va dire: «Ah ouais, là, il est dans une mauvaise passe, ah, il est pas bon» et cetera. Mais en fait, on juge uniquement la performance et il y Mmh. a rien d'autre derrière et c'est toujours facile de critiquer derrière son téléphone, derrière un micro, derrière, sa télé. Je suis le premier à le faire évidemment, mais il y a tout un prisme du sportif qu'on ne maîtrise pas quand on est à l'extérieur, qui impacte énormément la performance. Ouais, ça me parle beaucoup. Alors moi, je suis un grand fan de foot, je regarde beaucoup de foot et c'est vrai qu'on se dit, bah, typiquement un attaquant, putain, ça fait 10 12 matchs qu'il a pas marqué un but, mais on regarde très peu le contexte aussi perso de la personne. Peut-être qu'elle a changé de pays, changé de langue, que ses enfants et sa femme sont pas encore installés et bon, des fois, il y a aussi, beaucoup moins d'indulgence avec ce qu'il gagne, mais en fait, on prend pas aussi en compte ce paramètre, là, qui est clé. Je suis d'accord, mais pour le coup, ce qui est c'est pas normal que le public juge comme ça, Mmh, mais tu peux comprendre le raisonnement du public. Là où j'ai plus de mal, c'est quand c'est, le coach, le club qui va, catégoriser, une nouvelle recrue ou même un joueur actuel sur une mauvaise passe de un mois ou un mois et demi, mmh. en sachant qu'eux ont les antécédents et normalement, ont le, ont les problèmes perso du joueur. Normalement, ils sont au courant de ça et donc quand c'est, jugé, et qu'on met au placard ou qu'on donne moins sa chance à des gens, juste pour, 1 mois ou 2 de mauvaises performances, je trouve que c'est dur. Ouais. Bah, c'est aussi un miroir de la société actuelle où, bon, tout doit aller très vite. On Donc, est d'accord, ouais, complètement. trop bien. On arrive tranquillement, à la fin de notre temps ensemble et tu sais, j'aime bien finir, avec un petit rituel de fin pour, tu vois, dans cette idée de nourrir une bibliothèque, commune ou voilà, quelque chose du genre. Hem, je ne sais pas si tu lis, mais est-ce que tu as un livre qui a particulièrement marqué ton parcours ou que tu as lu récemment, qui t'a interpellé? Bah, c'est un de mes livres qui m'a permis de me mettre à la lecture. Maintenant, je commence à beaucoup apprécier et ça s'est développé notamment lors de mes différents voyages avec l'équipe de France où, tu es tout le temps en transit, à l'hôtel ou des choses comme ça et le premier livre, enfin, c'est pas mon premier livre, mais celui qui m'a marqué, c'est «Je suis Pilgrim», qui est une enquête, heu OK. et qui est vraiment un livre exceptionnel, je trouve OK. et qui, mélange plusieurs histoires pour à la fin les regrouper en une et j'ai été vraiment marqué par ce livre-là et donc je vous le recommande parce que c'est un très bon livre. Trop bien, mais je vais aller voir ça. Est-ce que tu as une situation, particulièrement forte pour toi ou peut-être quelque chose que tu disais avant un match ou même maintenant dans ta vie, tu vois, de tous les jours? Une situation dans quel genre? Une citation, hein, Ah, une pardon. citation, Ouais, pardon. ouais, excuse-moi. Ah, j'avais pas entendu. Une citation, bah, je te l'ai cité déjà, mais «On joue comme on s'entraîne». Pour moi, Ouais, c'est dans le sport de haut niveau, c'est la clé. trop bien et je vois plein de parallèles possibles avec cette phrase pour la vie. Et dans la vie, effectivement, ouais. Ouais. Est-ce que tu as une chanson, pareil, un coup de cœur, quelque chose que, tu sais, on parlait de rituel que tu pouvais écouter avant un match ou même maintenant, tu vois, qui te donne vraiment l'énergie, Ouais, j'en ai 2 avec mon coloc avec qui on a beaucoup, on était souvent, roommates en chambre en équipe de France. On écoutait beaucoup de rap ensemble, Ouais, heu et notamment pas mal de chansons de Booba. Mais moi, sur ma partie perso, j'aimais bien mon rituel, c'était écouter un artiste que j'adore, que j'ai vu une trentaine de fois en concert, c'est Bigaranx, OK. qui commence à être connu maintenant, mais qui ne l'était pas à l'époque et je suis un grand fan de Bigaranx. Donc je vous conseille
Une de ses musiques, par exemple My Face, qui est une de mes, musiques préférées. Je vois très, très bien. Parfait, parfait. Et la dernière petite question, ça serait quoi le cadeau que tu ferais depuis aujourd'hui à ton toi Blaise de 18 ans, tu vois? Avec, un peu plus de recul, plus de maturité et de sagesse aussi. Hem, c'est une très bonne question. Si ça serait le certificat des JO, je le donnerais en mode, continue à croire en tes rêves et ça arrivera, Trop bien, trop bien. Bah, c'est, les mots parfaits pour conclure. carrément. Je vais beaucoup te remercier Blaise pour, bah, déjà la transparence, l'énergie et tout ce que tu nous as donné sur ton parcours. C'est pas toujours facile, tu vois, de livrer, de revenir sur des moments et je trouve que tu l'as fait de très, très belle façon. C'est aussi, tu vois, de belles leçons sur le mental, le courage, la transition, du terrain au nouveau projet. Tu vois, tu montres qu'aussi la performance et ben, elle change de forme, mais pas de profondeur, tu vois? Donc je suis vraiment heureux d'avoir partagé ce moment avec toi, donc un gros, gros, gros merci et puis, je vous dis à tous à très bientôt pour un nouvel épisode, des coulisses du mental et si tu as un mot de la fin, je te laisse. Bah, je voulais te remercier aussi et j'avais une petite pression en commençant ça parce que c'est un exercice que j'avais jamais fait Ouais, et surtout parce que tes, 2 premiers épisodes étaient avec, des monstres, avec un mental d'acier et ouais, donc parler de ça, c'est jamais facile et c'est jamais facile quand, c'est la première fois. Mais grâce à tes questions, grâce à notre préparation, je trouvais que ça s'était plutôt bien passé, que j'avais passé un très bon moment trop bien. et j'espère que les gens qui écouteront seront, aussi indulgents avec moi, et qui auront peut-être des clés pour la suite, mais aussi, qui prendront plaisir à écouter cet épisode. Si cet épisode vous a touché, prenez juste un instant pour rester avec vos pensées et vos observations. Pensez à ces petites collines dont parle Blaise, cette micro-victoire qui remplit le bol, qui change une journée, qui remet du courage où il n'y en avait peut-être plus. Le mental du haut niveau n'est pas fait que de grandes montagnes. Il est fait d'étapes discrètes, de respiration, de routine, de beaucoup d'acceptation et aussi du courage de se dire la vérité. Merci à Blaise d'avoir ouvert cet espace et merci à vous de le traverser avec nous. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode des coulisses du mental.